Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a déjà un bot qui a voulu participer, mais il s'est fait ban. Voilà, ça fait zizir. J'espère que vous allez bien. On va regarder les 2 épisodes de Findings qui durent 3/4 d'heure, je crois, à peu près. Il dure. Alors, le premier, il dure 42 minutes 12. Et l'autre, il dure 44 minutes 10. Ouais, on va se le faire. On va se le faire. On va se le faire. Ouais. Je vais juste faire un truc. Voilà. Bah, du coup, on est bon. Voilà. On est bon, je pense qu'on peut y aller. Voilà. Anomalie du web, volume 1, Fanix numéro 109. On n'a plus qu'à. On n'a plus qu'à, et puis on est bon. Avant de commencer la vidéo, petite annonce. La tournée avec mon groupe de musique touche à sa fin, avec ses peut-être dernières dates, à Genève, Besançon, Allonne, Auxerre et Tulle. Le lien vers les billetteries est dans la description ou à ce lien. J'ai également sorti un nouveau morceau sur toutes les plateformes intitulé Stop for a Second, et j'aurai également une autre annonce à la toute fin de la vidéo. Suivez le groupe sur ses réseaux sociaux pour plus d'informations. Attends, quoi? Stop for a Second, et j'aurai également une autre Tout le lien de le... annonce à la toute fin de la vidéo. Suivez le groupe sur ses réseaux sociaux pour Il a une annonce à la toute fin de la vidéo, et j'aimerais savoir ce qu'il va dire. plus d'informations. Bonne vidéo. Et des conseils personnels plus sensibles. Alors, ok, trigger warning qui n'est pas précis. C'est bien de mettre des trigger warnings, mais précisez pourquoi, s'il vous plaît. Après, je dis pas le contraire, moins il lit, mais quand même. Aujourd'hui, les 2 tiers de la population mondiale ont accès à Internet. Quand en 1989, le World Wide Web a été inventé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il devienne aussi central dans la vie des individus. Que ce soit à travers d'applications, de services, de jeux en ligne, de sites internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la législation difficile. Sur cette chaîne YouTube, j'aime vous documenter les parts les plus étranges, les plus niches et les plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus, et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée Anomalie du web. Regroupant Le fait qu'il soit trop méconnu, c'est pas une raison pour laquelle il ne faut pas le faire, il faut le faire quand même. Parce que c'est justement, c'est méconnu. Donc il faut en parler. Et si c'est méconnu et intéressant, pourquoi pas. des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement vous parler, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir Oula. des histoires bizarres et intrigantes d'internet, des intrus Oula, parmi les les vidéos. algorithmes Ah, je le connais, ça l'a et des très connu. mystères inexpliqués venus d'un Hypotomania. autre temps. Voici Coucou, j'espère que tu vas les bien. anomalies du web. Et il va parler de Block Room Soup ou pas là? Parce que il a mis dans le générique là. Il l'a mis dans le générique, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc on verra bien. Et coucou Atomic, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien sur cette soirée tranquille, on va dire. Voilà. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini-format au sein des Findings que j'ai appelé les anomalies du web. Vous avez pu voir au fur et à mesure du temps plusieurs mini-séries apparaître sur Toujours le micro un peu... Voilà, je pense que le mien il va y passer. Hein. Il y a un bonnet un peu trop, voilà. Hein, c'est... ma chaîne YouTube, que ce soit la face cachée de YouTube, la face cachée de Reddit, la face cachée des jeux vidéo, et à chaque fois le concept était le même, prendre une sélection de petits sujets qui ne pouvaient pas passer dans une plus grande vidéo. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai de plus en plus envie de sortir de ces cases. Reddit, YouTube, les jeux vidéo, c'est des cases qui sont assez arbitraires. J'ai envie de vous faire une émission où je peux vous raconter absolument tout ce que je trouve sur internet. Des trucs qui sont plus courts, mais aussi beaucoup plus bizarres, des trucs ultra niches. J'ai envie de vous raconter des tonnes d'histoires très bizarres que j'ai accumulées au cours des années. Et vous allez voir, ça peut être vraiment n'importe quoi, ces histoires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Des trucs qui peuvent s'expliquer en 5 minutes comme des trucs qui pourraient être élaborés pendant plus de 30 minutes. Ici, ça va être aléatoire. Et pour vous donner un peu une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler,
Les 3 prochains épisodes de Findings seront des éditions de ce nouveau format, les anomalies du web. Le prochain épisode devrait sortir normalement dans 2 semaines, et le 3e sortira quelques temps un peu après. De base, je voulais les sortir les 3 à la suite, mais ces épisodes m'ont demandé un peu plus de travail que prévu. J'espère que ce nouveau format vous plaira, c'est un peu stressant de faire un truc comme ça, et j'espère également que vous trouverez quelque chose d'intéressant dans cette sélection de 4 sujets particulièrement bizarres. Anomalie numéro 1, utilisateur Blue Black Jupiter, à voir ce que ça va donner. Ce sujet-là, je voulais en parler depuis un moment, mais j'en ai pas parlé parce que, comme vous allez le voir, c'est C'est Reddit en tout cas, vu le nom. très frustrant. C'est le genre de sujet typique des faces cachées de Reddit que je faisais, et celui-ci me rend complètement perplexe. En février 2019, l'utilisatrice Blue Black Jupiter crée son compte Reddit, bien que selon son premier commentaire, elle visitait déjà le site depuis longtemps sans avoir de compte. Quand le Covid va commencer, elle va créer plusieurs posts sur des subreddits d'échange pour le nouvel Animal Crossing qui venait de sortir, et donc tout semblait être parfaitement normal dans la vie de cette utilisatrice. En septembre 2020, elle arrête de poster, et elle revient presque un an après, en juillet 2021, en faisant un post sur un subreddit tout autre, le subreddit RBI. Le RBI, ou Reddit Bureau of Investigation, c'est un subreddit pour enquêteurs amateurs qui essayent de résoudre des situations mystérieuses ou inquiétantes arrivant à des utilisateurs de Reddit. Souvent, ça implique des enquêtes pour retrouver des gens disparus, expliquer d'étranges mails ou messages textes et d'étranges situations inexpliquées qui pourraient ne pas être considérées assez sérieuses ou crédibles aux yeux de la police. Et le post de cette utilisatrice s'intitule « Mon voisin du dessus me stalk. Preuve en vidéo ». Elle commence son post en expliquant qu'en septembre 2020, elle a déménagé dans un nouvel appartement. Quelque temps après, son psychologue va remarquer un changement dans son comportement. Elle avait l'air mal à l'aise et tendue. Blue Black Jupiter va se rendre compte qu'en effet, elle était beaucoup plus mal ces derniers temps, mais elle était incapable d'expliquer pourquoi. Donc elle va observer un peu son quotidien et identifier ce qui l'empêchait de se détendre. Et là, elle va remarquer un truc incompréhensible qui se passait dans son propre appartement. À chaque fois qu'elle se déplaçait dans son appartement, à chaque fois qu'elle changeait de pièce, elle pouvait entendre les pas de sa voisine du dessus, suivre sa position, pour se retrouver à l'endroit exact où elle se situait avec juste un étage de différence. Pire encore, parfois, au lieu de simplement marcher, elle montrait sa présence en marchant d'un pas lourd et bruyant, comme pour lui signifier qu'elle la suivait. Elle va d'abord penser à une coïncidence et donc elle va commencer à prendre des notes au cours du temps. D'abord, elle va réaliser à quel point c'était systématique. Pendant les premiers mois, elle le faisait absolument à chaque fois que je me levais pour faire quelque chose, même durant les moments les plus intimes, comme lors de mes douches ou quand j'utilisais les toilettes. Elle nous donne dans son post également quelques informations intéressantes sur sa voisine. D'abord, elle ne l'aurait jamais vue une seule fois quitter son appartement et elle ne l'aurait jamais vue avoir la moindre invitée avant le mois de mai 2021. La seule fois où elle aurait eu des visites, c'était de la part de locataires de l'étage de Blue Black Jupiter. C'est trop bizarre parce que ça se déplace comme des pièces d'échecs, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais trop bizarre. Et ceux-ci ont déménagé un peu plus d'un mois après. Elle précise également qu'elle n'entend pas son voisin du dessous et qu'elle entendait à peine les voisins qui habitaient juste à côté de chez elle avant qu'ils déménagent. Et pourtant, elle entend distinctement les piétinements, l'alarme incendie et la douche de sa voisine. Maintenant, allons un peu plus loin dans le mystère. L'utilisatrice a contacté son proprio en octobre 2020 pour se plaindre, tout en restant vague pour ne pas paraître dingue. Celui-ci lui a répondu que personne n'a jamais réussi à entrer dans le logement de sa voisine. Ainsi, à l'époque, elle a appris que 2 personnes y vivaient et qu'une des 2 personnes était au chômage. Mais ce colocataire aurait déménagé quelque temps après, laissant la voisine seule. Le proprio aurait fini par répondre à Blue Black Jupiter qu'il allait régler le problème en personne avec la voisine, ce qui est étrange étant donné que c'était le Covid et le confinement. Après ça, quelques temps vont passer sans la moindre réponse avant que son propriétaire n'embauche une agence immobilière, rendant toute communication directe impossible. Elle va continuer en disant qu'énormément de gens déménageaient régulièrement de l'étage de sa voisine, sans raison, et qu'un jour elle a retrouvé en face de sa porte une bouteille de Javel, avec photo à l'appui. Ceci a des connotations racistes et les attaques à l'acide et à la javel ne sont pas rares en Europe. Je pense que c'est probablement elle qui a fait ça. Pire encore, l'utilisatrice va se rendre compte assez vite que parfois, sa voisine réagissait à des mouvements ou des choses qui étaient impossibles à voir autrement qu'en étant dans la pièce avec elle. Elle suspecte donc la présence de caméras cachées partout dans son appartement, augmentant donc son état de stress significativement. Alors je sais que ce détail va peut-être vous faire tiquer. Ça ressemble quand même pas mal au profil d'une personne psychotique
qui a des délires paranoïaques. La psychose peut en effet amener une personne à se sentir observée, et une manière de le rationaliser peut être la croyance infondée que des caméras filment l'individu. C'est un scénario qui revient assez souvent, c'est normal que l'hypothèse vienne. Ça veut pas dire que toute personne se sentant observée expérimente de la psychose, et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut prendre ce genre de témoignage autrement qu'avec sérieux et respect. Ici, comme c'est demandé par la personne qui a créé le post, on essaye d'expliquer un phénomène, donc c'est normal que l'hypothèse d'une perception altérée de la réalité soit envisagée, surtout que les caméras de surveillance cachées sont un motif récurrent des idées délirantes. Sauf que cette fois-ci, pas vraiment. Pour 2 raisons. D'abord, ça a été son premier réflexe à elle. Elle en a parlé à son thérapeute, qui lui a fait faire un test pour toute forme de psychose ou de schizophrénie, et tout est revenu négatif. Elle proposait même, à l'époque, de partager les documents de son évaluation psychiatrique au modérateur du subreddit. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a des preuves vidéo. Plus de 10 minutes de preuves. Et c'est assez terrifiant. Pardon? On voit Blue Black Jupiter changer de pièce, suivi instantanément par les pas de sa voisine. Oui, ok, d'accord. Oh non, ça c'est pas C'est des psychotique du tout. vidéos assez convaincantes, C'est pas... et c'est tout de suite beaucoup plus flippant. Là, c'est vraiment... Là, ok, c'est encore plus angoissant parce que c'est... Enfin, dans tous les cas, que ce soit que elle qui l'entend ou non, c'est trop flippant. C'est trop angoissant, ouais. Je suis désolé, mais... On entend cette voisine réagir à des bruits qu'elle n'est pas censée entendre. Mais pourquoi? Dans les textes de la vidéo rajoutés par l'utilisatrice, on peut lire qu'elle effectue ses frappements rapides tôt le matin, jusqu'à aussitôt que 2h du matin, quand Blue Black Jupiter prend sa douche. Elle le fait pendant des durées allant jusqu'à 1h. C'est du harcèlement complet. Tout ça m'a causé une quantité significative de peur et a exacerbé mes problèmes médicaux. J'ai perdu des mois de travail et j'ai passé un quart de ma location à vivre avec des amis. Je vis dans la crainte que cette personne me fasse du mal, car elle est en fixation sur moi, 24 heures sur 24, et ne quitte jamais son appartement. C'est trop bizarre ça, terrifiant. Ah oui, non, même si je suis assez sceptique horrible. sur quelques points, c'est assez crédible. On va garder ce scepticisme pour un peu plus tard. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé après ? Dans un premier temps, elle a été très active sur son post. On y apprend pas mal de détails intéressants. D'abord, elle aurait déjà invité des amis à elle qui ont aidé à valider ses spéculations. Mais lorsque ses amis sont là, la voisine est généralement moins active. Et quand l'utilisatrice s'en va, la voisine suit quand même les gens, mais beaucoup moins. J'ai essayé toutes les astuces possibles et inimaginables, et elle m'imite toujours. Je marche sur la pointe des pieds, je cours partout, je passe rapidement d'une pièce à l'autre, je me précipite soudain dans une autre pièce, etc. Elle réussit toujours à me suivre. Des gens lui ont donné des conseils quant à son installation Wi-Fi ou sur comment trouver des caméras cachées dans son appartement, et elle a été rassurée de voir qu'après un démontage de ses lumières, de son plafond, de ses ventilations, de ses murs, des crevasses dans ses murs, dans ses installations électriques, dans ses alarmes incendie et des analyses malware de son ordinateur et de son téléphone, qu'aucune caméra n'était trouvable dans son appartement. On apprend aussi qu'elle a essayé de traîner sa voisine en justice. Alors déjà, c'est rassurant qu'il n'y a aucune caméra de ça, qu'il n'y a rien de compromettant dans ce genre-là, donc ça... Des plaintes qui n'ont mené à rien, tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de justification, de motif derrière ces agissements. Mais la chose la plus bizarre dans tout ça... Mais comment tu peux arriver à en trouver à ce niveau-là, quoi? Genre quand tu sais pas ce qui se passe et qu'il se passe des trucs quand même, tu vois, des choses assez menaçantes, comment tu peux trouver... Comment tu peux trouver des trucs comme ça? Comment tu peux savoir tout ça? Je sais pas. C'est que le premier post qu'elle a réalisé sur le sujet date du 8 juillet 2021. 2 jours après, elle postait le dernier commentaire de l'histoire de son compte. Elle n'a plus jamais reposté après. Elle a disparu complètement du jour au lendemain. Maintenant, il y a 2 possibilités pour expliquer toute cette histoire. Soit Blue Black Jupiter est vraiment stalké par sa voisine, soit elle souffre d'un épisode psychotique léger. Et si j'ai été très en faveur de la théorie du stalking, il y a plusieurs choses à noter vis-à-vis de la théorie de la santé mentale de l'utilisatrice. D'abord, ces commentaires ne ressemblent vraiment pas à l'image classique d'une personne en crise paranoïaque. Il y a un énorme recul face à la situation. Elle est très ouverte au scepticisme quant à ses théories les plus farfelues sur la situation et agit avec une énorme peur de ne pas être crue, car elle est consciente du fait que c'est invraisemblable. Elle précise de nombreuses fois qu'elle ne croit pas au gang stalking et autres croyances souvent associées au délire paranoïaque. Mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut remettre en perspective. D'abord, elle a vraiment beaucoup posté. Genre beaucoup.
J'ai vu beaucoup de cas de ce type et j'ai également très rarement vu quelqu'un d'aussi actif. Elle est vraiment très investie car elle est clairement en détresse psychologiquement. Maintenant, revenons sur la vidéo. La vidéo, elle est convaincante si on fait confiance à celle-ci, mais la vérité c'est que déjà, plusieurs fois dans la vidéo, les bruits de pas sont très peu audibles. Je vais pas vous jouer toute la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de moments où elle nous dit qu'il y a du bruit alors qu'il n'est absolument pas audible, même avec des analyses du spectrogramme du son. Blue Black Jupiter est également, certes, très ouverte au scepticisme, mais elle répond majoritairement aux commentaires qui sont d'accord avec elle. Il y a beaucoup de gens qui émettent beaucoup de points intéressants qu'elle semble complètement ignorer. Et plus important encore, une partie que je vous avais omise de son discours, c'est qu'elle pense, dû au comportement des autres personnes habitant dans son complexe d'appartements, que, je cite, quelqu'un sait quelque chose. Elle semble soupçonner une théorie du complot, ce qui semble être, avec la théorie des caméras de surveillance, une théorie quand même très extrême. Elle m'a angoissé cette auto. J'ai eu très peur, je suis désolé. Concrètement, il y a quand même beaucoup de trucs qui ressemblent à de la psychose dans cette histoire. Ce qui me laisse à penser que la vérité est peut-être un mélange des deux hypothèses, quoi. Je pense que cette utilisatrice possède une voisine du dessus très bruyante, probablement très agitée régulièrement et qui se plaint facilement du bruit à cause peut-être de biais racistes, mais qu'un basculement dans la santé mentale de Blue Black Jupiter autour d'une période de changement majeur dans sa vie, un déménagement suivi par des confinements dus à une pandémie mondiale, aurait pu faire interpréter par cette femme des bruits de déplacement comme des bruits se rapprochant d'elle, des bruits de quelqu'un qui la suit, alors que ce n'est peut-être juste pas le cas. Ça expliquerait aussi pourquoi la présence de quelqu'un avec elle atténue, voire arrête les bruits. Peut-être que sa perception est plus ajustée quand quelqu'un lui donne sa perspective. En bref, j'ai pas mal de scepticisme quant à cette histoire, et l'argument qui me convainc pas mal, ça reste l'arrêt complet de ces posts. Dans plusieurs cas de ce type que j'ai pu voir au cours de ces années de findings, l'arrêt de ce genre de post corrèle avec une réalisation de la part de l'auteur de la publication que celui-ci s'était trompé sur toute la ligne ou que sa perception était défaillante. L'arrêt des posts correspond à une honte de l'auteur qui, à cause du stigma répété sur les maladies mentales amenant à une psychose, aurait préféré se cacher que de l'expliquer. Dans tous les cas, j'espère que l'utilisatrice a pu trouver de l'aide, car peu importe la manière dont on interprète sa situation, celle-ci est en danger. Et donc il n'y a aucune réponse, on sait pas. Putain, ça me frustre. Anomalie numéro 2, 2006, volleyball, incident. Volleyball? Il y a un incident au volleyball, ok. En même temps, j'ai envie de dire, dans tous les sports, il y a au moins un incident qui existe, hein, donc bon. Ok, ben on va voir ce que ça donne. Ah, numéro 2, numéro 3, numéro 4 peut-être? Ah, il y a 4 anomalies, ok. Ok. Donc 2006, volleyball incident, anomalie numéro 2, let's go. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'incident de volleyball de 2006? Non? Selon cette théorie du complot, c'est normal. Sur internet, il existe une rumeur selon laquelle en 2006, il y aurait eu un attentat lors d'une partie de volleyball dans une école aux USA. Le sujet aurait été traité plusieurs fois dans les médias quand ça s'est passé, mais pour une raison étrange, il est impossible de trouver des informations liées à ce sujet datant de l'époque, sur internet, comme si tout avait été supprimé par des gouvernements pour étouffer l'affaire. La rumeur est très niche, et peu de gens expliquent réellement ce qui s'est passé durant cet événement, le décrivant juste comme un incident d'une cruauté et d'une violence inouïe qui aurait emporté plusieurs victimes innocentes. Personne ne semble savoir également pourquoi celui-ci aurait été réduit au silence. Certains pensent que ce serait lié à l'identité d'une des victimes, ou justement du coupable. Certains pensent que c'est pour des raisons politiques, et d'autres pensent que c'est quelque chose de beaucoup plus obscur, quelque chose de beaucoup plus inexplicable, qui pourrait remettre en question beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit. On trouve de nombreuses personnes parler de cette théorie du complot étrange depuis environ 8 ans sur internet, et vous trouverez toujours des tonnes d'internautes vous assurant que c'est une vraie histoire, qu'ils s'en souviennent, que c'est arrivé. Et pourtant, aucune archive n'existe. Ouais, c'est typiquement ce genre de sujet qui va être traité dans ce type de vidéo, hein. C'est des trucs qui méritent pas une vidéo entière, mais qui méritent vraiment votre attention tellement c'est chelou, quoi. Alors, quelle est l'origine de cette rumeur bizarre ? Alors tout commence en 2017 avec un thread 4chan anonyme sur le board Poll, ou le board politiquement incorrect, dédié aux discussions les plus d'extrême droite du site. Ce thread présentait un mème avec ce format connu, utilisé ici de la même manière que les mèmes iceberg, qui apparaîtront massivement un peu plus tard. Cette sorte de proto-iceberg avait pour thème les théories du complot, et plus elles sont basses dans le classement, moins elles sont connues, ou plus elles sont cheloues. Dans le dernier tiers, le plus profond, on trouve des trucs comme Cicada 3301, l'effet Mandela ou le basilic de Rocco, des trucs un peu niche mais quand même connus. Mais on trouve surtout un truc très étrange, l'origine
de notre mystère, 2006 Volleyball Incident, l'incident de volleyball de 2006. Sauf qu'à l'époque, quand on cherchait le sujet, au contraire de tous les autres sujets de l'image, on ne trouvait strictement rien, aucune info. Complètement impossible de trouver le sens de cette entrée qui définitivement avait l'air beaucoup plus obscure que les autres. Donc naturellement, il n'a fallu que quelques commentaires Alors déjà, est-ce qu'ils sont sûrs que ça date de 2006 déjà? Et est-ce qu'ils sont sûrs que c'est du volleyball? Je sais pas, je sais pas. pour que les gens demandent en masse la signification de cette entrée. J'aimerais bien parler du truc sur le volleyball là, car je n'ai rencontré qu'une personne IRL et 2 personnes sur internet qui savaient quelque chose à son sujet. J'aimerais bien en savoir plus là sur l'incident de volleyball. C'était le premier truc que j'ai googlé. Explique! L'utilisateur qui avait créé l'image va décider de répondre et va donc créer la première explication de cet incident qui existe sur internet à ce jour. L'incident de volleyball de 2006 serait une petite explosion ou une fusillade durant un match de volleyball quelque part dans le Dakota ou le Nebraska. L'utilisateur en aurait entendu parler dans plusieurs journaux à l'époque alors qu'il était autour de ces 2 états et se souvient en avoir parlé à des amis lors d'une partie de jeux vidéo en ligne et ceux-ci s'en souvenaient également. Et il aurait vu 2-3 fois le sujet être mentionné dans des threads sur 4chan. Il y aurait eu entre 17 et 24 morts, personne ne s'en souviendrait, personne n'en parlerait et il aurait mis cette entrée dans l'iceberg en espérant que des gens s'en souviennent et puissent éclaircir pourquoi cet événement n'a pas été retenu dans l'histoire. Donc comme je vous ai dit, c'est la plus vieille description de cette théorie du complot qu'un utilisateur ait pu poster sur internet et qu'on ait pu trouver, mais au cours du temps, de nombreux autres utilisateurs vont mentionner brièvement ce sujet dans des threads, avec une histoire similaire à chaque fois d'une catastrophe qui aurait été étouffée par le gouvernement pour des raisons obscures. Lentement, la rumeur va se déformer et un élément va beaucoup être pris en compte, le fait que la mémoire collective du lieu de l'incident soit étalée sur plusieurs endroits, plusieurs États en Amérique. Certains vont aller très loin en expliquant que cet événement transcenderait l'espace et le temps et que ce serait la raison même de sa censure. Mais ça, c'est vraiment les gens qui vont très très loin. Les détails sur les événements vont changer au cours du temps, les gens vont commencer à changer un peu la localisation, parfois ça va être l'Utah, parfois ça va être l'Oregon, le nombre de morts va varier, augmenter, diminuer. C'était la véritable naissance d'un mythe. Sauf que tout va changer le 14 juin 2024, quand Mudahar de la chaîne Some Ordinary Gamers va poster une vidéo d'exploration du dark web. C'est un truc qu'il fait souvent sur sa chaîne, il va sur le darknet, il va sur des sites, etc. et il montre un peu les bizarreries glauques qu'il y trouve. Sauf que cette fois-ci, il était en train d'explorer des threads de l'image board similaire à 4chan appelé TrashChan, situé sur le darknet. Et il est tombé sur un fil de discussion dédié aux théories du complot. Dans les commentaires du thread, le sujet du 2006 Volleyball Incident est vite abordé et un utilisateur répond en montrant plusieurs photos qui seraient issues d'un enregistrement amateur confidentiel de l'incident par une des victimes ou un des perpétrateurs. Dans la vidéo de Mudahar, quand il tombe sur ces images, sa réaction est sans appel. Oh my god. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. That is so messed up. That is actually the most chilling thing I've seen. Ok. On voit à sa réaction que les images seraient sordides et une d'entre elles arbore même un énigmatique message interdit de publication, signé par une organisation mystérieuse nommée CBI. À ce moment-là, le mystère a été relancé. Et c'est aussi là que je vais vous le démystifier. Vous vous en doutez, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un truc qui s'est passé. D'abord, parlons des images, car elles sont souvent très diffusées pour illustrer cet incident. La principale image qui est diffusée, c'est celle-ci. Cette image d'une cour de volleyball dans une école américaine avec un filtre VHS marquant la date du 27 septembre 2006. En plus de cette image, on en trouve 5 autres, et celles-ci sont un peu plus explicites. Mais je vais arrêter très vite la spéculation et vous dire que celles-ci sont des Photoshop assez grossiers. Et ces 2 images où on ne voit pas nécessairement de sang et que je me permets de vous montrer sont assez clairement basées sur des générations d'IA sur lesquelles on a appliqué des effets. On peut le voir notamment à la présence de lignes sur le sol qui ne correspondraient absolument à rien en termes de démarcation de terrain pour les règles du volleyball. On peut également voir que l'image avec le texte CBI Not for Release fait très fausse et ne correspond pas au style ni au format des 4 autres images. Et il y a également la présence de lignes de terrain blanches sur 2 images et de lignes de terrain noir sur d'autres. Bref, il n'y a pas de corrélation entre les deux et ça m'a l'air clairement d'être un filtre VHS assez facile à faire avec des logiciels. Bref, c'est trop incohérent. Ces images ont l'air clairement fausses. La seule qui fait un peu vrai, c'est celle-ci. La première, et c'est aussi celle qui ne contient pas la moindre trace de contenu obscène. Mais figurez-vous que cette photo également est débunkable. Après, la VHS, est-ce que ça existait encore en 2006? Probablement, peut-être, parce que moi j'ai utilisé les VHS jusqu'en 2010 pour enregistrer des émissions qui me plaisaient bien. C'était une série que j'adorais, qui s'appelait Minuscule, j'adorais. Donc j'ai enregistré sur cassette. Oui, ça se faisait encore en 2010, donc moi j'aime bien. Après,
La qualité aussi dégueulasse en 2006, probablement, on commence à avoir des trucs de enfin, on peut avoir des trucs de bonne qualité, mais on commence à avoir des téléphones de très mauvaise qualité. Moi, j'avais des téléphones de très mauvaise qualité en 2006. Voilà. Moi, j'adorais filmer à l'époque. En 2009, c'est ça? Ouais, en 2009, je commence à filmer avec une qualité horrible. Donc, ouais. Ouais, non, en vrai, voilà. Deux manières. D'abord, la compliquée. Des utilisateurs sur Reddit ont assez vite trouvé que cette photo était très probablement un edit avec un filtre VHS d'une photo prise dans la salle de sport du lycée Utica High School dans le Michigan. Vous pouvez voir que beaucoup d'éléments correspondent entre les deux. Ça paraît assez parfait comme comparaison. Or, si on cherche, il n'y a jamais eu d'incident lors d'un match de volleyball dans ce lycée ou dans aucun autre lycée du district en 2006. Il y a eu des faits divers concernant ce lycée et la ville d'Utica qui n'a rien à voir là-dedans, mais rien d'au moins à peine similaire. Et la deuxième manière de débunker le truc, c'est la manière plus simple, c'est de se dire qui, en 2006, enregistrerait avec une VHS un événement de ce type. Sachant qu'à l'époque, c'est soit des handycams numériques, soit des caméras qui utilisent des cassettes DV qui n'ont absolument pas le look de la VHS. Donc visiblement, il semblerait que toutes ces images soient un canular. Mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal ça, le truc, c'est en 2006, donc je me dis, qui enregistre avec des trucs, même avec des overlays VHS, tout ça, on a des trucs de bonne qualité quand même en 2006. On n'a pas forcément des trucs aussi dégueux. Évidemment, aujourd'hui, on a des caméras de meilleure qualité, incroyables. Mais en 2006, quoi. En 2006, t'as pas non plus... voilà, t'as ce qu'il faut, quoi, pour filmer. Personnes sur internet qui vous assureront que tout ça est vrai et qu'ils s'en souviennent assez bien malgré le manque de documentation. Il semblerait que ce soit un rare cas d'effet Mandela où un souvenir collectif faux apparaît spontanément chez plusieurs personnes qui n'ont jamais été mis en contact, comme l'exemple très connu de la mascotte de Monopoly qui ne possède pas de monocle, au contraire du souvenir de la plupart des gens. Il y a également la possibilité que le gars qui a créé la première image à l'origine du truc ait eu l'idée de faire ça, de créer un mythe de cette manière, ce qui était plutôt malin étant donné que ça a plutôt bien marché. Donc plusieurs centaines de personnes en Amérique ont emmêlé plusieurs faits divers de fusillade dans un lycée pour former ce mythe étrange, et il reste juste plus qu'à trouver quels vrais événements tragiques ont pu être déformés dans ce souvenir partagé, bizarre et spontané. Alors, du coup, ça fait partie des histoires dont on n'est pas sûr que ça existe, hein, sur Internet quand même, hein. Il y en a plusieurs des cas comme ça. Il y en a un que j'ai gardé, qui est assez connu, malheureusement, que j'ai mis dans mon iceberg, qu'on m'en a parlé. C'était Thomas qui m'en avait parlé, je m'en souviens très bien. Donc je l'avais quand même mis parce que c'est un cas de loss media non confirmé. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça existe. Donc il y a encore, donc je sais pas si ce statut de loss media vaut la peine d'être validé du coup pour ce cas, parce que on sait pas si ça existe en fait. Donc parce que c'est pas confirmé. Donc je sais pas. Le Zeppelin. Ah purée, le Zeppelin. C'est quoi déjà un Zeppelin? J'en souviens plus. Un Zeppelin, c'est le géant truc volant là? C'est comme une montgolfière là? Je sais quoi. Ah. La vidéo que vous êtes en train de regarder est une vidéo qui a été postée le 24 avril 2024. Elle montre juste une jeune femme jouer du piano en portant un masque. Le tout filmé par une caméra d'assez mauvaise qualité. La raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est que cette vidéo ne possède pas de titre, et pourtant, elle compte 4 millions de vues. Quoi? Ce genre de je sais que ça existe en fait des vidéos qui ne contiennent pas de titres et tout ça, ou alors qui contiennent des titres un peu bizarres, tu vois, mais trop bizarre. C'est le genre de truc que j'adore et je sais jamais quand en parler. Cette vidéo a pour origine une chaîne YouTube du nom de Zeppelin, et encore aujourd'hui, personne ne sait qui est derrière ce compte, et surtout pourquoi elle a autant de vues. Enfin, si, on sait pourquoi elle a autant de vues. Elle s'est retrouvée dans les recommandés de plusieurs millions de personnes sans aucune raison. Et ça a également été le cas pour moi à l'époque. J'avais cliqué sur la vidéo en pensant qu'il s'agissait d'une classique vidéo horreur datant des années 2000. L'esthétique, le grain de la vidéo et le côté très homemade. J'adore cette esthétique en vrai. M'avait fait beaucoup penser à des trucs comme I Feel Fantastic ou Black Chrome Soup, mais j'ai été surpris de voir que c'était une vidéo récente. Ce genre de vidéo ne devrait pas amasser autant. Ça date d'il y a 4 ans, on l'a vu. Mais figurez-vous que c'est pas tout, parce que plus on creuse, plus on fait des analyses sur la vidéo, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. D'abord, la miniature de la vidéo ne correspond à aucun moment de la vidéo elle-même, elle est séparée du reste et elle permet de mieux discerner le masque utilisé, mais aussi la robe de la femme. Aussi, regardez ce truc avec écrit 1.
il est à l'envers. Donc l'image de la vidéo a été inversée en miroir. Également, la musique jouée au piano n'a jamais été retrouvée et semble être clairement plutôt une improvisation. Probablement, hein. Et enfin, si on regarde la localisation géographique de la vidéo, Enfer. elle viendrait de Hell ou Enfer en français. À l'époque, quand la vidéo est sortie, il y a eu pas mal de spéculations quant à sa signification. Des théories qui parlaient de mort, des théories qui parlaient de religion, des théories qui parlaient d'identité de genre et notamment des spéculations sur le genre de la personne qui jouait du piano. Chaque élément a été scruté, analysé et considéré comme un symbole. Mais au fur et à mesure que celle-ci gagnait en popularité, rien ne semblait aller vraiment quelque part. Et c'est à ce moment-là, au milieu de la confusion, que la chaîne Zeppelin a posté 2 vidéos qui, aujourd'hui, ont été mises en privé. La première s'appelait beardance.mp4, une vidéo d'une personne dansant très simplement avec en fond toujours ce même piano. D'ailleurs, vers la fin, le piano augmente en intensité. Faisant tomber l'ours. Et la deuxième vidéo, elle, s'appelait Family et montrait une scène assez difficile à discerner à cause de la qualité. On voit au centre toujours la même joueuse de piano, avec à droite de l'image une nouvelle personne, toujours avec un masque qui tient un fil qui maintient à gauche du cadre la tête d'ours de la précédente vidéo, en lévitation au-dessus du reste du costume. À la fin de la vidéo, elle lâche le fil, qui fait tomber le masque. Ces vidéos ont été respectivement postées le 8 mai et le 18 juin 2024 et ont chacune duré que quelques jours avant d'être supprimées. Elles ont été également localisées respectivement au paradis, ou heaven, et ensuite à la maison, ou home en anglais. Donc il s'agit de 3 vidéos, toutes situées dans des endroits abstraits, avec tout un poids symbolique, qui sont localisées dans un endroit imaginaire, commençant par un H. On a l'impression que ça pourrait avoir un sens, mais en vrai, personne n'arrivait à trouver. C'est ça que je trouve fascinant avec cette vidéo, c'est que c'est un ovni isolé, personne ne sait pourquoi elle a autant fonctionné d'un coup, et il n'y a aucune justification quant à son existence. Ce genre d'ovni isolé, ça donne envie d'une chose, savoir qui est à l'origine de tout ça. Il y a eu plusieurs théories sur ça. D'abord, il y a eu la rumeur lancée par la tiktokeuse allemande Dunkelkammer que derrière Masque, il y avait une artiste suisse-allemande, Elenka, une comédienne et musicienne à l'univers un peu barré qui semble avoir un physique similaire à celui de Zeppelin, a déjà fait des impros de piano sonnant similaires et qui a réalisé un clip pour son morceau Gesangslehrerin avec une perruque similaire et un élément pour cacher son visage, comme si ce clip était un peu le prototype de ce qui allait arriver plus tard. La théorie, elle a pas mal plu, mais je pense qu'elle est fausse. Et pour deviner pourquoi, il faut creuser un peu plus. En effet, quand on retourne en arrière sur la chaîne de Zeppelin avec la Wayback Machine, on se rend compte que celle-ci avait pendant un bref instant posté une plus vieille vidéo intitulée 3 juin 2024. Cette vidéo n'a jamais été archivée car elle a été supprimée avant que quiconque puisse l'enregistrer ou même juste la décrire. On a juste cette miniature. Donc les internautes, quand ils ont vu ça, ils se sont demandé si la chaîne de Zeppelin avait déjà posté des vidéos pour les supprimer par la suite. En faisant des recherches plus intensives, ils se sont rendus compte que la chaîne, à un moment, ne s'appelait pas Zeppelin, mais bien No Fit Mailman, et qu'elle possédait une vidéo, également supprimée maintenant, qui consistait en une version allongée du morceau Running Into Your Mom at an AA Meeting du groupe Butch Baby. Les gens ont donc essayé de contacter le groupe pour essayer de voir s'ils étaient à l'origine du mystère, sans succès. Ensuite, ils ont contacté le groupe Rain on Fridays qui a créé un morceau appelé No Fit Mailman, toujours et encore sans succès. Et là, il faut que je mette une pause. Parce que, actuellement, je vous ai donné l'intégralité des infos qui sont publiquement faciles à trouver. Mais ce qu'il faut comprendre de ces infos, c'est pas forcément des indices sur l'identité précise de Zeppelin. C'est plutôt une info globale. La chaîne de Zeppelin a longtemps été utilisée par sa créatrice comme un compte personnel. Vous comprendrez du coup pourquoi je ne veux pas aller plus loin tant que je n'aurai pas d'autorisation de la créatrice de cette chaîne qui semble vouloir être anonyme. Parce que moi de mon côté j'ai beaucoup creusé et j'ai pas mal de pistes, mais ce serait pas cool de les donner publiquement quoi. La seule chose que je peux dire, c'est une info qui détruit un peu le mythe de la vidéo et qui est disponible publiquement. La femme derrière la chaîne Zeppelin était, en 2021, une youtubeuse Gacha Life. Bon. Ah. Ça change un peu la perception qu'on en avait. Bon, voilà. Mais ça n'enlève en rien à l'ambiance assez incroyable et nostalgique des vidéos de la chaîne. Et j'espère que Zeppelin continuera à poster des vidéos qu'elle supprimera de temps en temps. J'espère qu'elle reviendra, quoi. Il reste quand même 2-3 trucs que je peux expliquer sur la vidéo. D'abord, pourquoi la vidéo possède un titre vide ? Eh bien, tout simplement car le titre n'est pas totalement vide en réalité. Il possède juste un caractère Unicode qui est invisible. Ce caractère est appelé le left-to-right override et comme son nom l'indique, il force l'orientation d'un titre de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. C'est notamment avec ce code qu'on peut écrire un texte en arabe. Et ensuite, pourquoi la vidéo a-t-elle fini dans autant de recommandations ? Eh bien d'abord, je me souviens que la raison pour laquelle j'ai cliqué personnellement, c'est à cause de l'esthétique bizarre de celle-ci. Et surtout le fait que la vidéo n'avait pas de titre. Ça a instantanément titillé ma curiosité et donc j'ai cliqué. Je pense ne pas avoir été le seul,
seul, ce qui a augmenté une des statistiques de la vidéo, le taux de clic par impression, ou le pourcentage de gens cliquant sur la vidéo quand elle apparaît dans leur recommandé. C'est une statistique qui est parmi les plus importantes pour la recommandation d'une vidéo en masse. Mais on peut aussi avoir en face de nous un futur checkpoint YouTube. Les checkpoints YouTube, ce sont des vidéos recommandées très régulièrement sans raison et qui obtiennent une quantité anormale de vues. Comme par exemple cette vidéo japonaise d'un joueur de Mario Kart Wii sur Rainbow Road, qui apparaît dans mes recommandés au moins une fois tous les ans, ce qui est une expérience partagée si on voit les commentaires de la vidéo. J'aime énormément ce genre de vidéos isolées sans la moindre histoire qui apparaissent et disparaissent sans aucune raison. C'est un des trucs que j'aime le plus de la période fin 2000, début 2010 sur YouTube. Genre par exemple cette vidéo. Non. Je la connais. Cette vidéo s'appelle What Are You Thinking? Elle montre un homme dans une baignoire avec un masque sur la tête, dans une ambiance sonore ultra sobre et un peu angoissante. Je la connais, ouais. À la fin, le gars se met du liquide rouge sur la bouche et finit par montrer une pancarte à l'envers avec écrit What are you thinking? Soit à quoi penses-tu? Et c'est tout. Chose étrange, on sait que cette vidéo a été postée brièvement en 2018 avant d'être flaguée massivement et d'être retirée de force de l'algorithme. Ce qui est étrange car rien d'excessivement choquant ou gore n'est montré dans la vidéo. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette vidéo, on ne sait rien de son origine. Pas même... Bah oui, parce qu'il y a rien de choquant. Mais c'est inquiétant quand même parce qu'on sait pas on sait pas d'où ça vient, ça. Je sais pas. Même le nom de la chaîne qu'il a posté à la base. Et on ne sait pas non plus si la chaîne en question n'avait pas fait en réalité un repost venant d'une autre chaîne. On n'a aucune idée d'où vient cette vidéo. Ce genre de mystère, je trouve ça incroyable. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à trouver la solution de ce mystère, comme ce qu'Internet semble réussir à faire avec Zeppelin. Station.exe, la dernière anomalie. Station.exe est un mystère dont j'ai envie de vous parler depuis des années. Je trouve ce sujet fascinant, mais je n'en parle que maintenant pour une raison que vous allez comprendre après. Tout commence sur 4chan, sur le board X, dédié au paranormal et à l'étrange. Sur celui-ci, un internaute anonyme a posté un message intriguant le 11 juillet 2013. Dans celui-ci, il explique qu'il y a quelques années, son père s'est rendu à une exposition d'informatique à Rochester, dans l'état de New York, et que là-bas, il y a acheté un CD pour avoir un logiciel d'ingénierie quelconque. Sauf que quelques temps plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième CD dans le boîtier. Le CD était absent de toute écriture ou design pouvant expliciter son but, et à l'intérieur, il y avait un fichier en .zip avec un programme appelé Station.exe. Un jeu vidéo créé avec le maintenant défunt moteur de jeu de l'application Blender, le BGE ou Blender Game Engine. Voici une photo du CD partagée par l'utilisateur originel. Ok. Il va d'abord proposer aux gens d'envoyer leur adresse email pour qu'ils puissent leur partager le jeu, et tout le monde va répondre que c'était une idée de merde et que c'est hyper dangereux, et il finira donc par créer un lien Mediafire contenant le fameux Station.exe. Celui-ci a été archivé depuis. C'est un vrai fichier qui existe et que vous pouvez télécharger si vous voulez. Donc essayons de lancer ce programme au plus vite. Allons-y. Quand on ouvre Station.exe, on est accueilli par une ambiance très industrielle et désolée. On est dans une sorte de station de ravitaillement très mal texturée. Il fait très très sombre. On peut voir de la machinerie ici, des boîtes. Et alors qu'on cherche, il se passe ça. Puis le jeu ferme. D'accord. Relançons. Cette fois-ci, je suis conscient que quelque chose me pourchasse, donc je fais attention à mes alentours, j'observe les lieux et remarque qu'on est au bord d'un lac. J'entends à nouveau quelque chose s'approcher au loin, une sorte de boule blanche tombant du ciel qui me pourchasse. Je cours pour l'éviter et je me rends dans une partie sombre de la map, avec une route entourée d'arbres. La station de ravitaillement est donc au milieu de nulle part. Il y a plusieurs lunes qui nous pourchassent. Ah, ça vient de là, bien sûr. Non. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Il y a une atmosphère que je ne saurais décrire dans ce jeu, notamment dû au fait que celui-ci est extrêmement mal fait et qu'il utilise un des moteurs de jeu les plus obsolètes de l'histoire. Je le sais très bien, j'ai fait je ne sais pas combien de jeux avec Blender à l'époque pour la simple raison que c'était un des seuls moteurs de jeu 3D qui permettait aux gens qui ne savaient pas encore coder de s'y retrouver.
Le style de rendu du Blender Game Engine est très reconnaissable, et ça crée un côté très distant au jeu, comme si son aspect absolument amateur montrait que la personne qui l'a créé avait besoin de le créer, qu'il avait besoin de le faire pour transmettre un message, malgré le manque absolu de connaissances en programmation de celui-ci. Revenons sur 4chan. La première réaction au jeu, ça a bien évidemment été le scepticisme, mais surtout, tout le monde était d'accord pour dire que le jeu, bien qu'assez moyen, faisait pas mal flipper, et avait vraiment l'air très obscur. Ça, le Putain, truc, je l'ai en vrai. lancé et juste après je l'ai fermé. Ce truc met vraiment mal à l'aise. Il y a des têtes qui volent, mais j'ai trop peur de retourner dans le jeu pour aller faire une capture d'écran. Tout le monde était persuadé qu'il y avait quelque chose de caché dans ce jeu. Et ça n'a pas mis beaucoup de temps pour que des gens trouvent ce détail, bien caché au bord des murs de la station dans le jeu. Des suites de chiffres. Et pas n'importe quelle suite de chiffres. C'est des coordonnées, Des ça coordonnées. Ouais. Qui mènent à ce lieu. Ok. Cette maison au milieu de nulle part en Russie, près de ce lac, juste à côté de la ville de Murny. Si vous observez bien cette C'est petite en- maison, elle ressemble c'est dans très quel pays fortement à la station de Station.exe. Bah Les ouais. mêmes deux bâtiments, mêmes installations de machinerie, même lac, même route entourée d'arbres morts et également ce pont. La ville de Myrny, habitée par 35 000 personnes, située juste à côté, est également assez intéressante. Il faut réaliser que cet endroit, en Russie, est au milieu de nulle part. C'est la Sibérie rurale, c'est un endroit où la concentration d'habitants est minuscule. Alors pourquoi cette ville possède plusieurs dizaines de milliers d'habitants? C'est incohérent qu'une ville ait autant d'habitants dans cet endroit de la Russie. Eh ben, c'est à cause de ça. Ce trou. Ce gigantesque trou, cet endroit s'appelle la mine de Murny, ou mine Mir. Une mine de diamants à ciel ouvert qui est l'un des trous les plus profonds sur Terre jamais creusés par des humains. Le projet de la mine Mir a commencé en 1957 suite à la découverte de gisements de kimberlite qui indiqueraient la présence de diamants sous le sol. Au cours des années, la mine a fait une fortune en extrayant des millions de carats de diamants du sol, creusant le trou jusqu'à 500 mètres de profondeur et plus d'1 kilomètre de diamètre. À voir en photo, ça n'a pas forcément l'air si impressionnant que ça, donc j'ai trouvé cette vidéo d'un type qui s'approche du bord. Voilà, Ah oui, c'est ouais, c'est impressionnant, déjà ouais. beaucoup plus vertigineux. Et maintenant, Oui, imaginez oui. qu'un camion qui essaye de descendre dans ces profondeurs, mais plus d'une heure. Voilà, donc c'est gigantesque comme truc. Oui, Le oui, simple non, fait mais, que ça ok, laisse ok. une tâche aussi grande sur Google Maps, c'est dantesque. Aujourd'hui, la mine est à l'abandon, bien que des activités minières souterraines continuent à ce jour dans la ville. Et avec ce genre de construction viennent souvent des légendes urbaines. Sur beaucoup de sites, une légende tourne selon laquelle le vol d'hélicoptères et d'avions serait interdit au-dessus de la mine car celui-ci aurait la possibilité d'aspirer toute aéronef causant son crash et la mort de ses passagers. C'est une légende persistante sur beaucoup de sites internet qui est souvent présentée comme vraie. Il s'avère qu'en réalité, en effet, il se pourrait qu'un trou de cette profondeur réchauffe l'air directement au-dessus de lui et cause un changement significatif de pression de l'air, pouvant notamment attirer des hélicoptères plus bas comme s'ils tombaient. J'ai par contre vu beaucoup de témoignages de locaux sur internet dire que non, ça n'est jamais vraiment arrivé, qu'il n'y a jamais eu vraiment de crash d'avions et d'hélicoptères qui se seraient passés autour de la mine Mir à cause de ce phénomène. En effet, selon le site Fenêtre sur la Russie, les hélicoptères et avions n'auraient pas le droit de survoler le trou, mais aucun appareil n'a jamais été entraîné par des flux tourbillonnaires. Pourtant, la légende persiste, notamment à cause de trucs comme Station.exe. D'abord, si on va sur Google Maps, on remarque que les routes menant au lac où se situe la station isolée visible dans le jeu n'ont pas été parcourues par Street View. On ne peut donc pas savoir ce qu'il y a autour. Le plus proche qu'on puisse aller, c'est cette route, à l'ambiance sinistre et désolée. Si on lit un peu les panneaux, il semble indiquer qu'il y aurait une usine ou un bassin de décantation près d'ici. Je sais pas parler russe, si vous savez ce que ces panneaux signifient, dites-le dans les commentaires. Mais un truc est sûr, à ce jour, personne ne sait vraiment ce qu'il y a là-bas. Il semblerait qu'il y aurait un barrage, un lac, plusieurs installations, peut-être électriques, peut-être hydrauliques, et personne encore aujourd'hui ne sait ce qu'il y a dans cette petite maison. Personne ne sait vraiment non plus pourquoi le fichier Station.exe semble connaître l'intérieur du bâtiment. Personne ne sait. Et certains pensent que ces entités qui te pourchassent provenant du ciel dans le jeu seraient soit une explication sinistre, une illustration de pourquoi les hélicoptères et avions tomberaient du ciel près de la ville, ou alors ce serait la représentation métaphorique de ces supposés crashs qui auraient eu lieu, les fantômes d'aéronefs qui seraient tombés près d'ici, pourchassant les habitants de la ville. Au cours du temps, le mystère de Station.exe s'est épaissi, des gens ont fouillé les fichiers du jeu et ont trouvé plusieurs anomalies, des liens notamment vers un site intitulé Semper Protinam. C'était un site qui stockait plusieurs fichiers, dont Station.exe. Ça semble être une fausse piste, et plutôt un site internet créé par un utilisateur de 4chan fait pour archiver des fichiers niches qu'il ne voulait pas voir disparaître. Celui-ci a été protégé par un mot de passe quelque temps après sa découverte, et dans des archives du site, on voit qu'il décrit Station.exe comme un jeu en 3D assez pauvre, montrant la maison de son créateur en Russie, un
easter egg dans le jeu montre les vraies coordonnées de sa maison. Il y a également eu des trucs un peu fake qui ont tourné, comme la supposée présence de ce son dans les fichiers du jeu. Qui serait un audio codé en SSTV, qui donne cette image une fois décodée avec une autre liste de coordonnées amenant à ce lieu au milieu de nulle part en Sibérie. Personne d'autre ne semble avoir réussi à extraire ce fichier du jeu à part ce gars sur 4chan, donc il semblerait que ce soit une fausse piste. J'ai également décompilé le jeu, etc. pour un peu voir le projet Blender à l'origine du jeu, et je n'ai rien trouvé d'extravagant. Les seuls trucs que j'ai pu trouver, c'est l'origine des sons qu'on peut entendre dans le jeu, qui viennent tous de cette même vidéo de sons étranges enregistrés à Kiev. C'est une vidéo qui est souvent considérée comme étant à l'origine de ce hoax là des trompettes de la mort, un autre rabbit hole dont je parlerai peut-être un jour. Et sinon, j'ai trouvé ce cube caché dans le jeu, dont je ne comprends pas l'existence, qui est tout en bas de la map, mais c'est à peu près tout. Et enfin, Le cube, c'est l'objet de base qu'on trouve sur Blender. Genre, dès que tu l'ouvres le logiciel, que tu crées un nouveau projet, c'est ce cube-là qui est présent. J'aimerais savoir l'avis des gens, mais c'est ça déjà. Putain, il est casse-couille. Feldu, je crois sincèrement avoir élucidé le mystère. 3H, ça fait HHH. C'est Triple H, surnom de Paul Levesque, patron de celui qui cache du sport. Coïncidence, le tennis aussi, c'est du sport. Et là, je sens que vous voyez là où je veux en venir. Et oui, au tennis, on joue avec des raquettes et raquettes. Ça rime avec tartiflette. Or, qui est la meilleure pour les tartiflettes? Maïté. La feuille qui joue du piano, c'est Maïté. C'est QFF. Oh putain. Vous êtes grave. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui en parle. Ouais, je vous l'ai dit. Le cube à 38 minutes 30. Le chat. C'est le cube de base qui apparaît quand tu fais une création simulateur, que ce soit la version en 3D ou un jeu comme ceci. Tu peux insulter ma mère pendant une heure, je vais tout écouter. Ta mère. Oh putain. ce jour, personne n'aurait réussi à se rendre sur les lieux. Car selon des commentaires sur 4chan, des militaires arrêteraient toute personne essayant de franchir la route séparant la ville du bassin contenant cette station maintenant mythique. Attendez. Ça va, fille? Ça va? Viens. Viens sur le PC. Ça va? Oh, fille. Et personne n'est assez fou pour se rendre en Russie, dans un lieu complètement abandonné. Surtout le contexte d'aujourd'hui. Juste pour résoudre le mystère. Alors que penser de tout ça ? Eh bien, Station.exe est un mystère frustrant. Je trouve l'idée, le jeu, bref, à peu près tout à propos de ça, je trouve ça brillant. Ça titille vraiment mon imagination et je trouve les prémices de ce mystère fascinants. Mais le problème, c'est que tout a été débunk en seulement quelques minutes. Sérieusement ? De base, l'utilisateur anonyme de 4chan qui a posté Station.exe en premier répondait pas mal aux questions qu'on lui posait. Mais tout s'est arrêté quand des gens ont observé d'énormes inconsistances dans son histoire. D'abord, le jeu a été créé avec Blender 2.67. Cette version de Blender est sortie le 7 mai 2013, 2 mois avant le post original, rendant ridicule l'histoire selon laquelle le CD daterait d'il y a plusieurs années. Pire encore, les métadatas du fichier exécutable semblaient indiquer que la dernière modification apportée au fichier datait de 4 heures seulement avant l'upload du post sur 4chan. Un détail qui me fait un peu rire et qui montre à quel point le truc était assez mal préparé, c'est ces images qu'il a montrées du CD. Il montre même une série de lettres et de chiffres sur le CD qu'il interprète comme un autre indice pour le mystère. Sauf que ces chiffres et ces nombres, c'est le numéro de série du CD, donc ça n'a rien à voir avec le mystère et il a probablement mis ça
juste pour faire un faux indice. Et surtout, les images de son CD, c'est celle d'un CD vierge qui n'a rien d'écrit dessus. Ça a été remarqué en quelques minutes et après ça, il n'a plus jamais reposté. Donc il est plutôt clair que l'utilisateur 4chan qui a posté ce mystère pour la première fois est responsable à 100% de la création du jeu, qu'il l'a même probablement créé en 1 ou 2 jours. Donc tout ça, c'est une tentative d'ARG qui n'a pas vraiment mené quelque part. Et ça me frustre, car je trouve l'idée de base en vrai assez brillante. Station.exe, il y a une idée que je trouve très intéressante. C'est un jeu vidéo qui objectivement est très mauvais, mais dont le contexte le rend particulièrement efficace. Le fait que le jeu soit amateur, le fait que le jeu soit raté, le fait que le jeu ne fonctionne pas, joue et aide tellement à apprécier son histoire. Et je vois des prémices dans son fonctionnement de ce qui fonctionnera plus tard extrêmement bien dans Petscop. Le jeu n'est pas un jeu hanté. C'est pas un jeu qui fait peur parce qu'à l'intérieur il contiendrait un esprit, etc. C'est un trope d'ARG qui est souvent utilisé et qui me fait souffler très souvent. L'idée que Petscop a eu plus tard et qui va tout changer dans la manière de créer ce genre d'histoire, et que Station.exe a un peu eu 5 ou 6 ans en avance, c'est de créer un jeu avec un mystère qui réside entièrement dans ce que le jeu montre et de ce qu'il pourrait avoir comme corrélation avec la réalité. C'est un schéma d'histoire que je trouve particulièrement efficace et que je vous invite à utiliser si vous voulez réaliser un ARG. Juste, mettez un tout petit peu plus d'attention à votre projet que cet utilisateur. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas sûr de ce format, j'espère que ça vous plaira, j'espère que les prochains épisodes vous plairont. Je voulais, avant de terminer la vidéo, vous faire une petite annonce. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube dédiée entièrement à ma musique. Donc la plupart du temps, quand je ferai des annonces liées à la musique, pas tout le temps, ce sera là-bas. J'y posterai également plusieurs clips vidéo de morceaux, notamment pour le prochain album. J'y posterai également des versions live qu'on fait avec le groupe. Et également, on essaiera, quand on aura un peu de temps, de faire des petites FAQ, des trucs un peu rigolos comme ça. Cette chaîne s'appelle donc Feld Up and the Showerheads. N'hésitez pas à aller la rejoindre. Non, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus tard pour le 2e épisode de cette série de vidéos. Pardon, coup de fatigue là. Mais intéressant. Là, il y a une histoire qui m'a pas trop plu, c'est le volleyball. J'avoue qu'elle est pas, c'est pas l'histoire qui m'intéresse, on va dire. Il y a des trucs intéressants, mais bon, voilà, c'est pas le truc qui me plaît le plus, quoi. Bon. Anomalie du web, volume 2, Fannings numéro 10. Aujourd'hui, les deux En tout cas, c'est la première fois que j'entends la musique là qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est la première fois que j'entends cette musique, j'ai l'impression. tiers de la population mondiale ont accès à Internet. Quand en 1989, le World Wide Web a été inventé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il devienne aussi central dans la vie des individus. Que ce soit à travers d'applications, de services, de jeux en ligne, de sites internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la législation difficile. Sur cette chaîne YouTube, j'aime vous documenter les parts les plus étranges, les plus niches et les plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus, et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée « Anomalie du web », regroupant des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement vous parler, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir des histoires bizarres et intrigantes d'Internet, des intrus parmi les algorithmes et des mystères inexpliqués venus d'un autre temps. Voici les anomalies du web. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 2e édition des Anomalies du Web. Dans cet épisode des Anomalies du Web, on va se pencher sur des sujets qui ont été plus particulièrement difficiles à rechercher. Pour une raison simple, ceux-ci viennent du très vieux Internet. C'est un truc que j'ai pu remarquer en faisant la liste des sujets. Chacun d'entre eux ont quelque chose à voir avec l'Internet du début des années 2000, voire de la fin des années 90. Dans cet épisode, on aura des sujets vraiment chelous, très bizarres, très niches, allant d'histoires et d'anecdotes fondatrices de ce qu'est Internet aujourd'hui, à des sujets qui sont connus encore aujourd'hui par
2 ou 3 personnes. J'aime absolument chacune des histoires que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais je tiens quand même à vous dire que la 4e et dernière histoire que j'ai racontée dans cette vidéo est particulièrement incroyable. Et ça faisait longtemps que j'avais pas raconté un truc aussi bizarre. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans les anomalies du web, numéro 2. Avant de commencer la vidéo, petite annonce. La tournée avec mon groupe de musique touche à sa fin, avec ses peut-être dernières dates. À Genève, Besançon, Allonne, Auxerre et Tulle. Le lien vers les billetteries est dans la description ou à ce lien. Suivez le groupe sur ses réseaux sociaux pour plus d'informations. Bonne vidéo. User Est-ce que vous aimeriez qu'un jour votre fournisseur de réseau internet dévoile au monde entier l'intégralité des recherches Google que vous avez effectuées ces derniers mois? Bah non. J'imagine que non. Pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé le 4 août 2006. Ce jour-là, l'entreprise AOL a fait une bourde monumentale qui leur a coûté beaucoup. AOL putain. Les voilà. ou America Online, c'était une entreprise clé des débuts d'Internet aux États-Unis. AOL, dans les années 90 et le début des années d'Internet, 2000, AOL, c'était le plus grand fournisseur d'Internet aux États-Unis. Leur portail web était le site le plus visité sur Internet. Si vous vous demandez pourquoi on n'en entend plus parler aujourd'hui alors qu'à l'époque ils avaient eu un impact monstre, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter aux nouvelles technologies pour accéder au web. Ils sont restés bloqués trop longtemps sur la très lente connexion par ligne téléphonique commutée et en général ils ont enchaîné les mauvaises décisions, les techniques de publicité agressives et n'ont pas su s'adapter à leurs concurrents qui C'est complètement con qu'ils étaient bloqués sur l'ancien modèle. apparaissaient comme Yahoo ou surtout Google. Mais une controverse en 2006 a été un des clous les plus phénoménaux dans leur cercueil. Le 4 août 2006, ils ont, sans prévenir de manière complètement lunaire, partagé un document texte compressé contenant l'historique de recherche de plus de 650 000 utilisateurs pendant 3 mois. Soit 20 millions de recherches compilées en un seul fichier texte. Il semblerait qu'ils l'aient fait volontairement, sans mesurer le poids de leur décision, mais j'ai également lu que c'était une erreur. Mais AOL n'a que très peu communiqué sur les tenants et aboutissants de la sortie de ce document. Alors, vous allez me demander, est-ce que les recherches en question étaient anonymisées? Selon AOL, oui. Dans les faits, pas vraiment. Elles étaient toutes rangées par utilisateur, dans un ordre chronologique. Alors par exemple, s'ils avaient pris votre historique, ils l'auraient mis en entier, daté, sans changer la moindre information contenue dans vos recherches, et juste ça aurait été précédé par un chiffre, votre identifiant. Et AOL, quand ils ont sorti ce document, ils l'ont présenté comme des infos anonymisées, parce qu'ils ne disaient pas à qui appartenait l'identifiant. Sauf que les internautes qui se baladaient dans le fichier se sont rendus compte que c'était très facile, avec des recherches précises, de déterminer où habitaient certains des utilisateurs du document. S'ils recherchent des restaurants près de chez eux, qu'ils cherchent des infos sur des membres de leur famille, c'est largement suffisant pour retrouver ces utilisateurs. Et ça a été prouvé par le New York Times dans un article par Michael Barbaro et Tom Zeller, qui seulement 5 jours après le partage du document ont réussi à retrouver l'identité de l'utilisatrice numéro 4 417 749, une certaine Thelma Arnold, 62 ans, trouvée à partir de recherches sur des membres de sa famille, sur ses chiens, sur l'immobilier de sa ville, etc., etc. 3 jours après, AOL a supprimé le document, mais c'était bien trop tard. Celui-ci avait déjà été copié maintes et maintes fois et repartagé encore plus de fois. Ça a mené notamment à la démission du CTO de la boîte et pas mal de licenciements au cours des jours qui ont suivi. Ça a mené également à une controverse massive dans les médias, mais c'est surtout un des moments clés où le grand public a compris de force ce que les gens cherchaient sur Internet quand ils pensent que personne ne les voit. Et là arrive le mystère très étrange de l'utilisateur 927. Les recherches de l'utilisateur 927 commencent plutôt normalement. Le 1er mars 2003, il cherche plusieurs chansons, d'abord par Yoko Ono, puis Fall Out Boy, puis Green Day. Rien de bien particulier. Puis, sans transition, 2 jours plus tard, 23 recherches sur de la moisissure humaine. Oh putain, je m'attendais vraiment pas à ça. Plus précisément de la moisissure de peau humaine. Le même jour, pendant la soirée, l'utilisateur 927 va plutôt chercher du contenu relatif aux animaux et leurs relations intimes, puis rechercher de la moisissure de corps humain avant de faire plusieurs dizaines de recherches parfaitement innocentes sur des fleurs de tout type. Et là, c'est que 2 jours, sur plus de 3 mois de recherche quasi quotidienne. Et l'utilisateur 927 va chercher au cours de ce temps-là absolument tout ce que tu peux imaginer de pire. Je peux quasiment rien vous expliciter ici, que ce soit du contenu impliquant des relations non consensuelles, du BDSM ultra-violent, des animaux, des déjections humaines, de la torture et surtout, le pire possible, beaucoup de trucs liés aux enfants quoi. Les recherches en question, elles sont particulièrement sordides. À voir, c'est surréaliste. Et le truc le plus étrange, c'est de voir que très régulièrement, ce flux constant de recherches illégales et obscènes sont interceptés par des recherches parfaitement innocentes. Des recherches pour des films de Tim Burton, des musiques, des fleurs, comme s'il s'agissait de
Rebonsoir, heu, pardon, juste pour vous dire que j'arrête là. Je juste pour vous dire que j'arrête là. Il se passe une dinguerie là, de mon côté. J'arrête là, je ferai ça une prochaine fois. Je ferai ça une prochaine fois, je continuerai la vidéo une prochaine fois, peut-être demain ou après-demain, ça dépendra. Je m'arrête là, voilà. Merci pour ce stream. Ah, oui, je désolé que ça se finit comme ça, mais je reviendrai. Je reviendrai, quand ce sera fini. Allez, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.